Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce 2 mai 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin, et aussi parler Fed, parce que c'est l'événement qui a été marquant. Est-ce que c'est l'événement qui a entraîné le crash de Bitcoin et un petit peu des altcoins, mais assez faiblement? Je ne pense pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, on va commencer par les nouvelles avec le Riot qui a publié, ça y est, ces chiffres dans lesquels on voit ici 211 millions de dollars en Q1 en income, donc ce qui est excessivement positif. On voit qu'on a vraiment une grosse amélioration et surtout l'élément très important de ce rapport, c'est le coût moyen pour miner un Bitcoin. Dans tout ce rapport-là, c'est 23 000 dollars. Donc comprenez bien qu'il y a énormément de marge. Même avec le halving, ça passe à 46 000, donc on est très très loin de repasser en négatif, contrairement à tout ce qui avait été dit depuis un certain temps, et moi je vous l'avais statué déjà en vous disant que c'était toujours très rentable de miner du Bitcoin, même le halving étant passé. Au niveau des grosses nouvelles autour de Bitcoin, on a MicroStrategy qui prend position en tant qu'éditeur de logiciels, et c'est plutôt positif. Cette fois-ci, MicroStrategy n'est pas en tant qu'acheteur de Bitcoin, mais veut construire une solution qui permet l'ID décentralisé à travers Bitcoin, ce qui est plutôt positif. Le fonctionnement est relativement simple, c'est de pouvoir avoir un tampon qui permet de déterminer si oui ou non la personne est bien celle qu'elle dit être, à travers par exemple une signature électronique qu'on pourrait vérifier directement sur Bitcoin, et forcément ça ne peut pas être une autre blockchain autre que Bitcoin connaissant MicroStrategy. À côté nous avons BlackRock qui eux visent autre chose que Bitcoin, et ils sont en train de faire une levée de fonds de 47 millions de dollars pour aller justement rentrer et fonder des sociétés qui sont spécialisées dans la tokenisation de securities. Donc on a quand même des très gros qui sont en train de se mettre en place avec Hamilton, Parafy et TradeWeb, donc ça va être vraiment du lourd, à savoir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est vrai que, comme je vous l'avais expliqué déjà, le fait qu'ils aient lancé BUIDL est pour moi un premier test, et on va avoir une série d'annonces, et bien sûr on a une annonce aujourd'hui pour le 1er mai. À côté, on va forcément parler du FOMC dans lequel il y a eu une grosse claque. La claque n'est pas le fait qu'il n'y a pas eu de baisse, mais plutôt qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Beaucoup étaient en train d'estimer la probabilité d'avoir une annonce autour d'une potentielle augmentation à cause de l'inflation qui est en train de monter. Le fait que c'est revenu dans la schématique et dans le discours de Jérôme Powell est déjà quelque chose de suffisamment fort, et c'est ce qui a entraîné une baisse et en tout cas un pricing agressif des marchés. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils vont continuer à faire le tightening au niveau des assets qui sont détenus par la Fed. Donc la Fed ne continue pas à racheter, et ça c'est très important parce que il y a quelque chose où on se disait qu'on allait retrouver la Fed assez agressive dans ses achats avec une planche à billets qui allait fonctionner. Bon, bah, en l'occurrence, ça va pas être le cas, et on revient à un discours qui est beaucoup plus conservateur, en disant que globalement, il n'y aura pas de chute des taux tant qu'il n'y aura pas de signe significatif de baisse de l'inflation. Et ça, c'est vraiment le modo qu'ils ont eu durant tout 2023, et on revient là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché est en train de pricer un certain nombre de choses. Ici, on est à 91% sur pas de baisse en juin, 71% sur pas de baisse en juillet, ça commence déjà à chuter, et 44% en septembre, pour ensuite arriver vraiment sur une baisse significative en novembre-décembre. Bon, globalement, le marché est en train d'anticiper une baisse courant octobre-novembre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette baisse-là, elle est quand? Elle est au moment où il y a les élections américaines, donc très peu probable de voir arriver cette baisse durant cette période électorale. Donc ce sera soit avant, soit après, mais en l'occurrence, la probabilité que ce soit avant est quand même très faible. Donc je pense encore une fois que le pricing du marché est peut-être un petit peu trop agressif, comme on va pouvoir le voir. Mais il y a des signes positifs au niveau du pétrole, on ira le voir dans quelques instants. Au niveau de la macroéconomie générale et sur le S&P 500, on voit qu'on a eu vraiment une très très grosse bougie qui est très intéressante hier, dans lequel on a eu énormément de volatilité à la hausse, vraiment beaucoup, et ensuite on a ravalé la totalité pour clôturer en négatif. Donc là, on a quand même un signe qui est plutôt positif, en se disant qu'on pourrait avoir un mini lot qui pourrait se mettre en place ici, avec une probabilité d'aller chercher un petit peu plus haut, avant soit de faire une continuité baissière, soit de faire une réaccumulation pour repartir à la hausse.
Ça, on aura le temps de voir, mais en tout cas, le marché prend plutôt bien les nouvelles de Jérôme Powell. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que la notion de stagflation est restée très très loin des discours et des questions, chose qui m'a un petit peu surpris. Donc je pense que c'est quelque chose qui reviendra sur la table en juin, juillet, voire même septembre, en fonction des différents chiffres que l'on aura, si jamais on a un PIB qui est toujours mou du genou, avec derrière une inflation qui pousse à la hausse. Nasdaq, on a quand même beaucoup mieux tenu que le S&P 500, ce qui est normal étant donné que les chiffres sur la partie tech est plutôt positif, donc ça veut dire qu'on a un marché qui est plutôt haussier. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement sur l'US Oil? Ça c'est vraiment très intéressant de voir qu'on a eu la deuxième phase de baisse très forte au niveau du pétrole. On est passé en dessous des 80 $. Alors on est dans une zone de support qui est vraiment très très important, hein, d'accord, les 80 $, c'est quelque chose qui est très solide. Si jamais on maintient cette zone-là et qu'on fait de la réaccumulation, certainement on va aller chercher plus haut, on va aller chercher ici les 93 $. Mais pourquoi aussi on a cette baisse-là, autre le fait que techniquement on est vraiment dans une partie de pullback? Parce que on a aussi une partie nouvelle qui est très importante et qui est géopolitique d'ordre général, c'est le pacte USA et Arabie Saoudite, avec ou sans justement Israël. Mais en l'occurrence, il y a un travail qui est effectué sur la géopolitique pour apaiser le Moyen-Orient, et derrière, essayer de reconstruire une relation avec l'Arabie Saoudite pour remettre potentiellement le pétrodollar sur la table, et donc, à côté, arriver à contrôler les prix du pétrole, et donc, derrière, diminuer l'inflation. On sait très bien que c'est un premier vecteur d'inflation, l'énergie, c'est pas que ça, oui, mais c'est un des gros vecteurs. S'ils arrivent à maintenir cette partie-là basse, les services en eux-mêmes, petit à petit, arriveront à chuter avec, globalement, l'impact des taux qui sont élevés et qui restent élevés depuis déjà un certain temps et qui vont continuer sur cette grosse partie 2024. Je pense que dans ma vidéo de samedi, on va revenir sur les perspectives que ça implique avec la Fed par rapport aux différentes perspectives que je vous avais déjà données, et vous allez voir que tout est en train de se structurer autour d'une certaine fractalité. Et avant de parler de Bitcoin, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on attaque Bitcoin dans lequel on a encore une fois une grosse semaine en négatif, hein. Un gros outflow au niveau de Grayscale, on continue, cette fois-ci il n'y a pas que Grayscale, il y a Bitwise aussi, mais ça reste relativement faible, c'est toujours Grayscale qui plombe les chiffres, mais c'est normal, hein. Encore une fois on avait dit que Grayscale cherchait à diminuer sa part et continuer à diminuer, et on voit que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le nombre de bitcoins qui sont détenus par Grayscale Capital sont passés en dessous de 300 000, et on va continuer globalement à diminuer de ce côté-là, et idéalement on voudrait que ce soit racheté, mais ça prendra encore une fois du temps. On n'oublie pas que la partie économique est très importante, avec une diminution de l'intérêt à aller vers des actifs risqués, parce que on a les bons au trésor américain qui vont rester élevés pendant encore un certain temps. Au niveau de Bitcoin, on prend un petit peu de recul parce que nous avons clôturé le mois d'avril, et on voit que cette clôture, c'est moins 20%, donc on est vraiment pas loin des moins 30% habituels. Moins 30% habituels nous amènerait, hop, si on regarde tout de suite, tac, dans les alentours des 52 000, donc il y a un petit peu la target dont on va aller voir tout à l'heure. On a cassé, ça y est, la zone de range. Quand on regarde court terme, on voit que cette zone de range, on est allé chercher les liquidités partie basse, zone de range qui était les 60 000 qui avait été tenue pendant quand même très longtemps, et on voit qu'on est allé chercher les 56 664, donc qui était la target ici 1-1, et on voit qu'on a eu une très belle réaction dessus, mais qui est relativement faible, hein, d'accord? On va pas se cacher, la réaction que l'on a eue vraiment très court terme, quand on regarde, on est allé juste compléter une partie de l'imbalance. D'ailleurs, il en reste un tout petit peu, mais on voit qu'on est plus sur une consolidation, donc voir si on a une forme d'accumulation de week-off, ou si tout simplement on est dans une forme de redistribution. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça qui va se mettre avec un break-off structure pullback pour repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va être dans quelque chose qui va être un peu plus catastrophique, qui va être potentiellement, hop, une réaccélération, mise en place d'une petite distribution et une cassure baissière. Là, par contre, on aurait quelque chose qui serait vraiment pas propre, ou tout simplement ici, la mise en place d'une pseudo-accumulation, cassure baissière, maintien du niveau baissier, et là, par contre, on aura un signal qui sera baissier. Signal qui sera baissier pour aller chercher des targets qui sont relativement basses. Alors, on a fait le 1-1 ici, ok, de cette impulsion baissière, la première impulsion baissière qui est toujours un élément qui est très très important. Le 1,618 se trouve dans les alentours de 50 000, qui est un niveau de liquidité qu'on ira voir tout à l'heure, mais qui est un gros niveau de liquidité. Et si on regarde la deuxième impulsion baissière, donc qui est cette impulsion baissière là, tac, avec le retracement qu'on a eu, on voit que la target 1 et 1,1 se trouvent en fait dans la partie supérieure ici. D'ailleurs, on va le replacer, le 1,1 qui se trouve ici.
Tac, on va le remettre. Et on voit qu'on est dans les 52 700, donc niveau juste au-dessus, et qui peut être en effet la prochaine target que l'on pourrait voir sur cette impulsion baissière. Donc première phase d'impulsion, petit retracement, deuxième phase d'impulsion, et dans lequel on aurait une très grosse zone de rechargement sur le long terme à reprendre ici. Alors, petite anecdote, ici, c'est je suis tombé sur ce graphique sur Twitter, ça m'a beaucoup fait rire, dans lequel on compare l'ETF hongkongais versus l'ETF spot Bitcoin. Je pense que c'est totalement différent. Encore une fois, pour moi, là-dessus, il n'y a pas de sell de news. C'était même pas pricé parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Il y a très peu de volume au niveau de Hong Kong, donc il y a assez peu d'intérêt court terme. Sur les liquidations, on voit qu'on est bien allé chercher la zone dont on a parlé hier, hein, d'accord, très grosse liquidation. La prochaine, elle est beaucoup plus basse, elle est en dessous des 50 000. Hein. En dessous des 50 000, si vous regardez, c'est la zone du 1,618 qui est dans les 49 000, qui est en dessous de ces zones de réaccumulation, d'accord. Ça veut dire qu'on irait rechercher la zone de consolidation après la nouvelle. Justement, on a le top ici de la nouvelle de l'ETF Spot BlackRock. On retrace, on fait la rupture, on fait le pullback, et on va retester le pullback, en tout cas le haut du pullback, qui est la zone vraiment de consolidation, et celle qui est attendue par beaucoup de monde. Donc pour moi, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. On est en train de maintenir la zone des 56 000. On pourra avoir une réaction haussière si on avait une réaccumulation et quelque chose qui repart à la hausse pour réintégrer les 60 000, pour se dire qu'en effet, on reste et on réintègre dans le range, et donc à ce moment on continue à ranger. Soit on va aller s'instancier un petit peu plus bas pour aller chercher plus de liquidité, soit on met en place la borne basse du range et la borne haute, et donc à ce moment on aura un gros range pour rester encore un certain temps, parce que dans tous les cas, je rappelle que Bitcoin va être tributaire de plusieurs choses. Un, le halving a été fait, ok, il va falloir être patient, le temps qu'il y ait un rajustement du prix qui se mette en place. Et deuxième chose, il faut qu'il y ait des injections de liquidité. Les injections de liquidité viennent principalement d'une volonté de prendre du risque, et actuellement on n'a pas forcément un intérêt sur la macroéconomie à nous pousser à prendre du risque. Et du coup au niveau de la dominance, on voit qu'on a une dominance qui est en train de chuter, ce qui est assez étrange. Donc ça veut dire que là actuellement, pour que ça chute de cette façon-là, Bitcoin chute plus que le reste. Si ça chute plus que le reste, ça veut dire que ça tient majoritairement et que le reste des autres cryptos maintiennent leur niveau, ce qui est le cas aussi au niveau d'Ethereum. On voit que hier, on a eu une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin, donc la chute est réellement portée par Bitcoin, et on est dans une respiration de Bitcoin, et on n'a pas ou peu de liquidation au niveau des alts, ce qui est plutôt positif. Ça, je vous en avais parlé, je vous l'avais dit, que la prochaine chute allait être beaucoup moins violente, parce qu'on avait déjà retiré une grosse partie des leviers, et heureusement qu'on a déjà fait ça en amont, comme ça, on a un marché qui est beaucoup plus sain, et là, on commence à arriver dans un marché qui est vraiment très sain et très intéressant sur les zones de rechargement. Je vous invite à regarder ma vidéo de dimanche dernier que je vous mets à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.